Europe 1 matin. Il n'est pas exclu que la Chine redevienne au siècle prochain ce qu'elle fut pendant tant de siècles, la plus grande puissance de l'univers. Je ne vous ai pas fait l'accent, mais peut-être aurez-vous reconnu là une célèbre citation de Charles de Gaulle, juste après avoir reconnu la Chine populaire en 1964. Redevenir la plus grande puissance de l'univers. Ça, c'est l'objectif déclaré de Xi Jinping, le président chinois. L'échéance pour lui, c'est 2049, le centenaire du Parti communiste chinois qui se confond totalement avec l'État chinois. Alors, où en est le régime de Pékin dans sa quête de puissance? Quel monde se dessine au pied du dragon chinois? Quelle est sa vision du monde aujourd'hui, de l'Occident, de la France? C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1, à l'occasion de la visite d'État d'Emmanuel Macron. Pour nous éclairer, j'ai le plaisir de recevoir jusqu'à 9h l'une des meilleures spécialistes françaises de la Chine contemporaine. Bonjour Alice Ekman. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes analyste responsable de l'Asie à l'EUISS, l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne. Vous êtes également maître de conférence à Sciences Po. Votre dernier livre, Dernier vol pour Pékin, essai sur la dissociation des mondes aux éditions de l'Observatoire Dissociation des mondes. On va en parler, mais peut-être pour lancer cet entretien, Alice Ekman, l'actualité, qu'est-ce que vous avez observé? Les lignes fortes, si je puis dire, de la visite d'État d'Emmanuel Macron en Chine, accompagné d'Ursula von der Leyen. Qu'est-ce que vous avez vu? Alors c'est difficile de tirer le bilan puisqu'il vient atterrir à Canton et que la visite est toujours en cours. Ce que je craignais, c'est confirmé, c'est-à-dire que la Chine a quand même joué sur les tensions européennes assez fortement, avec ce qu'on peut considérer une forme d'humiliation d'Ursula von der Leyen, et à l'inverse... d'humiliation d'Ursula von der Leyen? Protocolairement, dans la façon dont elle a été accueillie aussi par rapport à Emmanuel Macron, et au contraire, finalement, le tapis rouge qui a quand même été déroulé pour Emmanuel Macron, et cela s'est fait suite à la prononciation du discours d'Ursula von der Leyen, donc présidente de la Commission, quelques jours avant son départ, qui notamment avait souligné différents sujets sensibles, notamment le Xinjiang, Taïwan, les déséquilibres économiques et commerciaux entre l'Union européenne et la Chine, et d'autres enjeux. Et cette mise en garde renouvelée sur attention à ne pas livrer des fameuses armes létales à la Russie de Vladimir Poutine. Oui, et nous y voilà. Surtout, elle avait parlé d'intégrité, souveraineté territoriale de l'Ukraine. À ma connaissance jusqu'à présent, dans les déclarations dont on a connaissance du président chinois lors de la visite, il n'a pas mentionné l'intégrité territoriale de l'Ukraine spécifiquement. Il a parlé de respect des enjeux de souveraineté de tous les pays. Alors là, je cite de tête, mais réellement, on n'a pas. Moi, je vois pas d'avancée jusqu'à présent. Mais encore une fois, c'est peu probable à mon avis. Mais jusqu'à présent, on n'a pas d'avancée, de changement majeur ou d'avancée concrète sur le dossier ukrainien, ce qui ne m'étonne pas, puisqu'on avait vu clairement lors de la visite de Xi Jinping à Moscou il y a 2 semaines, une consolidation du rapprochement politique entre les deux pays, et aussi un refus de Xi Jinping d'appeler ou de prendre au téléphone le président Zelensky, comme vous le savez. Et cette question est toujours au cœur des discussions. Il n'a pas du tout donné d'indication sur une date pour une conversation téléphonique. Il a dit qu'il le ferait le moment opportun. Alors ça m'inspire plusieurs questions, tout ce que vous venez de nous dire. D'abord, est-ce que cette susceptibilité chinoise, c'est-à-dire dès lors qu'on émet des critiques ou une mise en garde, qu'on leur parle un peu fermement, comme c'était le cas communément pour les dirigeants occidentaux il y a une quinzaine d'années, et là à ce moment-là, les Chinois avaient pris l'habitude de baisser la tête, c'est terminé. Vous rappelez dans votre livre, par exemple, que émettre aujourd'hui des critiques sur le respect des droits de l'homme en Chine, c'est prendre le risque de se faire traiter de chien errant. C'est ainsi que parlaient les maoïstes. C'est un langage qui revient dans la bouche des dirigeants chinois, ça, Alice Ekman. Oui, c'est pas uniquement émettre une critique, c'est même poser une question qui peut être considérée comme sensible. Poser une question sur un sujet tel que le Xinjiang ou Taïwan, d'ailleurs, c'était une question en soi. Est-ce que la France devait parler de Taïwan ou pas lors de la visite? La délégation française, jusqu'à présent, a fait le choix de ne pas en parler. Et donc, on est vraiment aujourd'hui, vous avez raison de faire référence à cette expression, parce que dans un renouveau chien errant, c'est quand même d'une violence, communication objectivement, qu'on analyse comme très violente, et ce durcissement de la communication vraiment est observé depuis plus de 10 ans. Il est progressif, mais il est vraiment concret, et on n'a pas de signe d'adoucissement. Donc très clairement, c'est-à-dire pour faire la synthèse, c'est-à-dire que la Chine considère que l'Occident a
pendant trop longtemps humilié la Chine. Alors c'est l'Occident au sens large. C'est l'Occident collectif de c'est pour ça qu'il faut prendre en compte cette... Moi, j'aime pas parler d'Occident parce que souvent, on ne sait pas de quoi on parle. Mais comme la Chine en parle tellement, je trouve que c'est intéressant à analyser parce que finalement, on a une polarisation même dans les perceptions. Alors vous avez une expression que j'aime bien, vous parlez de bataille des coalitions. Donc quand vous dites Occident, quoi, c'est la coalition rangée derrière l'autorité américaine, Alice Ekman, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. En fait, la Chine considère que nous sommes des suiveurs des États-Unis, quel que soit le sujet et la position, que nous sommes membres de l'OTAN, ce qui est une réalité, que nous avons développé des stratégies indo-pacifiques, pas uniquement la France, mais comme vous le savez, l'Australie, le Canada, un grand nombre de pays, dont l'Inde, etc. Mais nous-mêmes avons développé des stratégies qui sont considérées comme des extensions de l'influence de l'OTAN en Asie. C'est comme ça que la Chine le décrit actuellement dans ses conférences de presse officielles. Et que de toute manière, on ne peut pas vraiment nous faire confiance parce qu'un jour ou l'autre, on pourra toujours justement parler de sujets considérés d'intérêts fondamentaux pour la Chine. Encore une fois, ce qu'on vient d'évoquer. Donc, dans ces contextes-là... Vous sous-entendez qu'aujourd'hui, quand on voit les chefs d'entreprise européens si contents de pouvoir retourner en Chine après des mois, voire des années de fermeture, ils ont intérêt à prendre en compte ce facteur précaire, à savoir que, de point de vue chinois, nous sommes encore des partenaires provisoires sur le long terme. Plus que jamais, en fait. Oui. C'est-à-dire que je pense que plus que jamais dans l'analyse, il faut différencier court terme et long terme. C'est-à-dire que la Chine a montré, la diplomatie chinoise a montré des éléments concrets que, selon elle, nous ne sommes plus des partenaires prioritaires. J'aurais pas dit ça il y a 5 ans, très clairement, j'avais pas assez d'éléments. Mais aujourd'hui, par exemple, pour donner très concrètement, la Chine a publié une initiative globale de sécurité, Global Security Initiative. Très clairement, elle parle de l'Afrique 14 fois, aucune fois de l'Europe ou d'un État membre de l'Union européenne. Elle considère qu'à terme... L'Europe, c'est le premier marché des Chinois. On est un marché incontournable, mais quel est le poids du commerce? Est-ce que le commerce adoucit encore les mœurs? C'est ça aussi la question. C'était le postulat que l'Union européenne avait formulé en avril 2022 lors du sommet UE-Chine en se disant, compte tenu de nos échanges commerciaux, compte tenu de la centralité de nos partenariats commerciaux, pour le fait que l'Union européenne est beaucoup plus importante que la Russie en termes de volume des échanges avec la Chine progressivement va devoir ajuster sa position pour ne pas froisser son partenaire commercial si important. Et on voit que non, en fait. C'est-à-dire que la Chine est prête à payer le prix de certaines de ses positions politiques et géostratégiques. Et ça nous fait changer de prisme analytique et ça nous amène à prendre conscience que dans ses déclarations, mais aussi dans ses actions, la Chine donne vraiment la priorité à ce qu'elle appelle les pays en développement. On le voit au lendemain de la nomination de nouveau ministre d'Affaires étrangères, Qin Gang, il y a quelques mois. Il s'est avant tout rendu en Afrique pour une tournée africaine. On le voit aussi aux Nations Unies. La Chine rassemble en premier lieu des pays qu'elle considère, elle ne parle pas du Sud ou du Sud global, elle parle de pays en développement, autour de ses positions. Et parfois, elle y arrive parce que l'objectif, c'est pas de convaincre tout le monde à sa cause, c'est de marginaliser l'Occident, le rendre minoritaire lors de votes dans un instance multilatéral. La mise en minorité de l'Occident. Oui, et par exemple, moi, mon analyse, c'est de dire attention, tout d'abord, c'est une stratégie de la Chine, enfin attention, peu importe le point de vue dans quel sens, mais tout d'abord, c'est une stratégie de la Chine, il faut en prendre acte, et il ne faut pas la sous-estimer, parce qu'en fait, parfois, il y a des résultats assez probants. Pour vous donner un exemple, en octobre dernier, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, 17 pays avaient demandé la tenue d'un débat, en termes généraux, sur le Xinjiang. Et la Chine a gagné dans le sens où elle a réussi à réunir 18 pays pour empêcher la tenue de ce débat. Donc finalement, la guerre des nombres, à mon avis, est ouverte. Et il faut la prendre en compte parce que le discours anti-occidental, mais aussi qui souligne que la Chine n'aurait pas colonisé d'autres pays, que la Chine n'aurait pas humilié. En fait, ce discours-là est très promu dans une partie du monde, pas vis-à-vis de nous, donc on l'entend pas aussi fortement, mais une guerre de communication est en cours. Et puis on note une convergence assez claire, entre les perceptions et les positions de Moscou et de Pékin, notamment le ressentiment anti-occidental qui s'est consolidé ces dernières années. Alors c'est vrai qu'on a tendance, c'est intéressant ce que vous dites, à se rassurer en se disant, bon, il y a une vassalisation de Moscou, mais en fait ces deux-là, en fait, historiquement, ne s'aiment pas. Et de l'autre, ceux qui vont dire, oui, mais attendez, il y a quand même une claire convergence dans leur vision du monde. Et spontanément, aujourd'hui, ressurgit à la comparaison avec ce que l'on a déjà vécu, c'est très humain. Est-ce que c'est une nouvelle guerre froide qui est en train de se jouer quand on parle de ce découplage occidentalo-chinois? Je sais que vous n'aimez pas trop, vous, la comparaison
avec la guerre froide, espèce d'équilibre stratégique Non, moi je la trouve intéressante. Ouais. Toute comparaison a ses limites, mais elle peut aussi être intéressante justement pour voir ce qui est différent. La dimension idéologique est là aujourd'hui. Oui. Donc c'est intéressant déjà de comparer. Il y a 2 points. Souvent on dit la comparaison avec la guerre froide n'est pas légitime parce que on n'est pas dans une rivalité idéologique, et 2 parce que on est dans un monde on est dans la mondialisation, et donc on n'est pas dans une logique de bloc fermé. Les 2 questions sont légitimes, mais moi ces questions, tout d'abord la rivalité idéologique qui est avérée. Quand Pékin Xi Jinping déclare en 2013 face à des cadres du parti que le socialisme est supérieur au capitalisme et qu'à terre la victoire finale et la logique historique qui doit advenir, bon, il le dit. Il parle aussi, clairement, il y a une volonté de promouvoir un modèle chinois alternatif dans le monde. Alors il ne parle pas de modèle parce qu'ils sont bien conscients que d'un point de vue marketing ça ne fonctionnerait pas, mais plutôt de solutions chinoises pour le monde, d'exemples chinois pour le monde, et aujourd'hui de modernisation. Donc c'est finalement une solution de modernisation. Si vous voulez être moderne, regardez comment nous avons fait. Et la Chine a certains arguments. Et la Chine précise bien que modernisation n'équivaut pas à occidentalisation. Donc on voit encore cette rivalité anti-occidentale qui se creuse même au niveau conceptuel et théorique. Donc il y a à la fois une rivalité idéologique on pourrait faire une émission entière, parce que est-ce que c'est socialiste du communisme, est-ce que c'est juste finalement une dimension anti-occidentale, nationaliste, etc. Il y aurait beaucoup à défendre, mais en tout cas la rivalité entre systèmes est évidente. Et la promotion... Mao disait, voilà, c'est 2 jambes, léninisme et confucianisme, c'est ça. Oui, et puis il n'y a aucun référence idéologique qui est totalement pure. Il peut y avoir une utilisation politique de l'idéologie, et ça n'empêche pas qu'il y ait aussi parfois des élans lyriques et sincères. Bon, alors ça c'est une première chose. Et deuxième chose, pour la question sur la guerre froide, sur la mondialisation, on voit quand même aujourd'hui une tendance, alors c'est pas au découplage, et vous avez vu que le président Macron parle de dérisquage ou dérisking, mais en tout cas de prise en compte des vulnérabilités d'une ultra-interdépendance économique, notamment dans des secteurs considérés comme stratégiques. Ça peut être les terres rares, ça peut être les technologies considérées comme vertes. Enfin, on a vraiment aujourd'hui le domaine médical, avec aussi la prise en conscience que le fait que beaucoup de médicaments soient produits en Inde et en Chine pose des problèmes, notamment en contexte pandémique. Donc, on a ces questionnements-là qui sont intéressants, et progressivement, on a réellement une polarisation du monde. Alors, est-ce que c'est... Moi, je parle de bimondialisation parce que c'est aussi une polarisation par le commerce et les technologies, mais on a une approche aussi plus large, diplomatique, qui est visible dans les organisations multilatérales. Merci beaucoup Alice Ekman d'avoir partagé votre savoir, la bimondialisation. Tiens. Dernier vol pour Pékin, votre dernier ouvrage paru aux éditions de l'Observatoire. Bonne journée à vous Alice Ekman, et merci à vous. Bonne journée.